Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, pas de BRK, pas de vidéo, quoi que ce soit. C'était une très longue période de vacances. Je me suis pris des vacances en même temps que les pilotes. Bon, est-ce que j'ai fait 8 courses avant de prendre une pause? Non, enfin en fait il y en avait même 9 vu qu'il y avait le Sachsenring. Je n'ai fait aucune course d'ailleurs, mais bon, petite pause. On va reprendre sur ce BRK du Sachsenring. J'ai voulu le faire juste avant Silverstone pour vous remettre un petit peu dans le contexte de la dernière course. Qu'est-ce qui s'est passé, de quoi on va parler et qu'est-ce qu'on attend pour la suite de cette saison. La trêve estivale est passée, les vidéos reprennent, le championnat reprend. Alors c'est parti, mettez-vous dans le bain, installez-vous bien et on y va. Et on y va doucement car comme d'habitude, nous allons commencer par Honda. Et pour le coup, après ce week-end au Sachsenring, je n'ai pas envie de dire grand-chose à propos de Honda car Marini, Mir, Nakagami, Zarco, personne n'a été performant. La plus grosse action, ça a été Bradle qui gêne Marquez pendant la Q1. Mais à part ça, on n'a pas vu Honda. Donc je n'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet Honda car oui, comme d'habitude, ils finissent bon dernier de la course principale, de la course sprint. Il y a eu des chutes. On peut peut-être souligner que pour une fois, Zarco et Mir ont fini derrière Nakagami et Marini. Voilà, les rôles se sont inversés sur ce week-end du Sachsenring. Pour l'instant, la Honda est à développer. La Honda n'est pas performante. Donc nous allons passer à autre chose car même pour Silverstone, les grosses améliorations ne vont pas arriver. Je pense que la Honda va pouvoir se transformer vers la fin de la saison. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pourrais redire exactement les mêmes choses que ce que j'ai dit depuis les 8 premières courses. Une moto ultra difficile à piloter, qui ne performe pas, surtout sur un circuit aussi technique que celui-ci. Passons directement à Yamaha et c'est à peu près similaire. Du côté de chez Yamaha, pas grand chose d'autre à dire. Je vous le rappelle, les derniers problèmes de Fabio Quartararo et d'Alex Rins, c'était que la moto était difficile à faire tourner sur le long terme. Donc au bout des 10 premiers tours, ça va, mais après ça devient extrêmement physique. Et si avant la maniabilité, l'agilité, la facilité de mettre la Yamaha dans les virages était le gros point fort de la moto, eh bien cette année c'est vrai que ça se complique. Oui, il y a le nouveau moteur, oui il y a le nouvel aéro, mais peut-être tout ça vient aux dépens du châssis. Et donc c'est vrai que la Yamaha est de plus en plus difficile à faire tourner, à faire changer d'angle et ça devient très physique. Et alors comme je le disais pour Honda, on est sur le circuit le plus technique de la saison, le Sachsenring, avec des courbes ultra rapides, des changements de direction ultra difficiles à faire. Donc franchement, la Yamaha, c'était pas vraiment son terrain de jeu idéal ce week-end. Donc voilà, entre Honda et Yamaha. Par contre, s'il y a un peu plus de positif du côté de chez Yamaha, c'est que Quartararo voit des améliorations. Quartararo sait que dans l'usine, ça travaille énormément et que de grosses pièces arrivent pour upgrade la moto. Donc là, je pense qu'on va avoir de bonnes nouvelles, j'espère de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Donc Silverstone et les circuits qui arrivent. Restons à l'affût pour Yamaha. Je pense que ça arrivera plus vite que pour Honda. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le moment, au Sachsenring, en tout cas, pas de nouveauté. Il fallait attendre la fin de la trêve estivale. Et c'est le cas. Donc, branchez-vous sur Yamaha. Il y aura peut-être de grosses nouveautés. Nous passons à KTM. J'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi rapide dans un BRK. On enchaîne Honda, Yamaha, on passe à KTM directement, mais on continue surtout dans la déception. Pourquoi la déception? Parce que KTM n'a pas été performant. Aucun pilote n'a réussi à faire quoi que ce soit. Au final, nous avons quand même un, entre guillemets, bon résultat de Pedro Acosta qui vient encore sauver les meubles. Alors oui, si on regarde la course de Pedro Acosta, il n'y a rien d'exceptionnel. Mis à part cette 7e place qui vient un peu sauver tout ça, rien de fou, aucun rythme, une qualification pas terrible, un départ un peu catastrophique, mis à part quelques dépassements et être resté sur ses roues après s'être arraché le train arrière, s'être fait arracher le train arrière, par Raúl Fernandez. Rien de tout ça n'a suffi pour que KTM espère un quelconque bon résultat. Il n'était pas du tout dans le rythme, la moto ne performait pas, les pilotes n'arrivaient pas à trouver une quelconque performance. Oui, le Sachsenring, encore une fois, on peut remettre un petit peu la faute
sur le circuit parce que comme pour la Yamaha, il n'est pas du tout fait pour la KTM. La KTM a besoin de plus de ligne droite, d'espace pour s'exprimer, plus besoin de stop and go, alors que là, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, aucune chance de faire valoir le moteur, l'électronique, la puissance de la KTM, la stabilité au freinage. C'est beaucoup plus compliqué sur ce circuit. On a quand même un Pedro Acosta qui domine tous ses coéquipiers et qui domine les restes des pilotes qui ne sont pas des Ducati. Donc encore une fois, très bon résultat de la part d'Acosta, mais ils sont très loin du rythme de Ducati. Donc j'ai envie en même temps de féliciter le jeune pilote espagnol et en même temps j'ai envie de remettre dans le contexte la performance où en fait il est nulle part sur la course et même sur le week-end en général. Donc en vrai je suis un petit peu entre deux chaises, j'ai envie de vous dire. Nous allons passer à Aprilia car là nous avons de la très bonne surprise, de très bonnes choses à dire. Mais c'est vrai que pour KTM c'est un petit peu délicat comme sujet. On va attendre la pause estivale et le retour à Silverstone où là par contre j'espère un peu plus de la part de KTM, beaucoup plus que l'année dernière d'ailleurs, même si Binder avait fait de très belles choses, direction Aprilia. À première vue, le week-end ne commençait pas très bien pour Aprilia. Pas d'Aleix Espargaro, toujours pas la RSGP 24 pour Raúl Fernandez. Donc il nous reste 2 GP24 et une RSGP 23. Et un Raúl Fernandez qui performait pourquoi pas, mais c'était pas terrible. Un Oliveira qui performait certaines fois, mais c'était pas terrible. Et un Viñales qui n'était plus vraiment dans une grande forme. Et bien finalement, le week-end va se transformer dès le samedi matin. Première ligne pour Oliveira. Première ligne pour Raúl Fernandez, les deux Trackhouse P2, P3, exceptionnels, une qualif sortie de nulle part. Franchement, les performances de la part des Aprilia du team Trackhouse étaient juste géniales. Donc à partir de là, on s'est dit pourquoi pas espérer. Viñales n'était pas si loin, était plutôt bien placé. On l'avait vu en rythme de course, c'était vraiment pas mal pour Viñales en tout cas. Mais après, la course sprint, Oliveira qui nous met un podium, Oliveira qui nous fait un podium en course sprint en MotoGP ici en 2024 avec cette RSGP 24 Trackhouse. Franchement, en même temps, je m'y attendais parce qu'il avait été excellent tout le week-end et en même temps, au vu du début de saison et même de la saison dernière, personne ne s'attendait réellement à ce que Oliveira puisse tenir des pilotes comme Marquez, Martin, Bagnaia. Donc franchement, exceptionnel. Et vous allez le voir, Oliveira a tenu la baraque du début jusqu'à la fin du week-end. Passons maintenant à son coéquipier Raúl Fernandez, pour qui certes le début du week-end a été très bon, que ce soit pendant la practice, pendant les qualifs. Raúl Fernandez sur un tour a été très performant, mais par contre pendant les courses c'est là où il s'est un peu plus écroulé. Erreur en course sprint, rien n'a fonctionné, il s'est écroulé jusqu'au fond du classement alors qu'il partait de la 3e position. Et pendant la course principale, il s'est passé à peu près la même chose, c'est-à-dire que Raúl Fernandez perdait des places petit à petit, même s'il va finir un peu moins loin cette fois-ci. Mais bon, Oliveira, avant de parler d'Oliveira, parlons de Maverick Viñales qui fait un week-end mitigé. Il y avait de la performance, il y avait des choses à faire. Grosse erreur pendant la course principale qui l'envoie dans le bac à gravier, énorme frayeur, ça aurait pu franchement faire très mal. Mais bon, tout va bien. Je ne sais pas s'il aurait pu jouer par exemple le top 5. Je ne sais pas s'il aurait été réellement plus rapide que Miguel Oliveira sur la fin de course. C'est possible, hein, ça je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, Maverick Viñales qui se loupe et qui fait perdre de gros points à Aprilia, que ce soit le constructeur ou alors même le team. Parce que là, c'est quasiment un 0 pointé pour Aprilia officiel. Et parlons maintenant pour finir de la superstar de ce week-end, Miguel Oliveira, seul pilote sur les 2 courses à avoir tenu tête au Ducati. Voilà, parce qu'on va le voir juste après, nous allons comme d'habitude parler de Ducati en fin de vidéo pour clore le sujet du Sachsenring. Mais cette fois-ci, c'est Miguel Oliveira. Non, ce n'est pas Pedro Acosta, ce n'est pas Viñales, ce n'est pas Espargaro, ce n'est pas Binder, mais bien Miguel Oliveira qui va venir tenir tête à toutes les Ducati, que ce soit pendant la course sprint en venant chercher une médaille ou alors même pendant la course principale. Alors oui, certes, à la mi-course, l'écart s'est créé. On a senti un Oliveira qui avait beaucoup moins de rythme que les Ducati. On les voyait, hein, les Ducati, elles sont tellement agiles, elles sont tellement puissantes, que ce soit dans la sortie du dernier virage qui mettent la misère, toutes les Ducati mettent la misère au Aprilia.
mais aussi dans les phases techniques comme dans Omega, comme dans le secteur 2, dans le secteur 3, où ça va très très vite. On voit la stabilité de la Ducati et la maniabilité. Franchement, il n'y avait aucune chance que Oliveira réussisse une quelconque performance quand on voit la facilité des pilotes Ducati à piloter cette moto à très très haute vitesse et à très haute intensité. Donc voilà, très bel effort de Miguel Oliveira. On retiendra ça parce que je pense que c'était difficile d'aller chercher mieux que cette 6e place qui est un super résultat, un top résultat au vu de la course et des performances de la moto et des motos des concurrents. Donc voilà, un grand bravo à Miguel Oliveira. Merci d'être revenu sur le devant de la scène, ça faisait plaisir. Miguel Oliveira, on était bien loin de l'époque 2020, on en est toujours bien loin de 2020, 2021, 2022. On se rappelle qu'en 2021, si je dis pas de bêtises, Miguel Oliveira avait terminé 2e ici au Sachsenring avec sa KTM RC16 derrière Marc Marquez. Il avait fait une super course. Et bien cette année, une super course aussi. Le résultat est un peu moins joli, mais c'est quand même un très très bon résultat pour Miguel Oliveira qui relance un petit peu sa saison et ça fait plaisir. Allez, l'avant-dernier sujet de cette vidéo, Ducati. Alors oui, j'ai parlé pendant 5 minutes de Miguel Oliveira, forcément. Pour une fois qu'il est devant, je ne vais pas me priver, je vais en parler, je vais mettre le pilote en avant. Mais c'est vrai qu'il est devancé par 5, voire 6 si on compte Martin. Mais le top 6, pendant 99% de la course, était couvert par seulement des Ducati. Encore une fois, les 2 Pramac, les 2 Ducati officiels et les 2 Ducati Gresini. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, mis à part le travail de Ducati est juste phénoménal. Franchement, on a rarement vu, je pense rarement, très rarement, vu une moto aussi performante. Que ce soit dans les années 2000, avec par exemple la Honda 2002, 2003. Oui, ils ont gagné à peu près toutes les courses de la saison, mais je pense pas que c'était autant, parce que les autres Honda ne performaient pas autant. Alors que là, des top 5, c'est même plus seulement des top 3, mais des top 5 entièrement Ducati, ça se réalise de plus en plus. Et c'est flippant, c'est clairement flippant parce que là, on n'a plus de concurrence. Certes, au début de saison, on avait l'impression qu'Aprilia pouvait venir jouer. Ils ont fait des victoires. Nous avions l'impression que KTM pouvait venir battre Ducati. Ils ont fait de beaux podiums. Mais c'est vrai qu'au final, ces derniers temps, Ducati sécurise tous les podiums et ferme quasiment tous les top 5 aussi. Parlons d'un pilote, je vais en parler très rapidement. Francesco Bagnaia, 4e victoire consécutive. Si vous pensez que Bagnaia n'est pas rentré encore dans la légende, je pense qu'il l'est déjà à son échelle. C'est le pilote le plus victorieux chez Ducati en MotoGP. Il vient de battre le record de 23 victoires de Casey Stoner. Donc voilà, Francesco Bagnaia entre dans la légende de Ducati, bientôt de la MotoGP au complet. Mais franchement, il nous fait un début de saison ultra performant avec Jorge Martin. Il reprend la tête du championnat du monde juste avant la trêve estivale, donc pour mettre un gros coup au moral à tous ses concurrents et surtout à son rival Jorge Martin. Parlons un petit peu des 2 autres pilotes qui complètent ce top 5, Bastianini, Morbidelli. Alors Morbidelli déjà, très bonne performance. On le voit depuis quelques courses, même depuis le début de la saison, il commence vraiment à améliorer ses résultats. Au début, c'était en qualification, on le voyait de plus en plus en Q2, faire de bonnes positions sur la grille. Après, c'était pas un course sprint, on voyait de belles choses. Après, on a eu des chutes, des petits abandons, on a eu des pertes de place dans le classement au fur et à mesure des courses. Les courses principales se sont améliorées aussi. Et alors là, au Sachsenring, je pense qu'il vient nous montrer qu'il lui reste que peu de choses à apprendre, que peu de choses à comprendre pour revenir à son meilleur niveau. Car oui, Franco Morbidelli, je le pense, va jouer à partir de maintenant très souvent tous les top 5, mais tous, que ce soit en sprint ou en course principale. Je pense que attention à Franco Morbidelli qui sera capable de jouer les top 5 sur à peu près chaque course de chaque circuit. S'il est de retour dans la même forme qu'en 2020 et 2021, je ne vois pas de raison pour lesquelles il ne pourrait pas faire ça sur tous les Grands Prix. Donc bonne course, c'était à souligner parce qu'il a été beaucoup critiqué, moi le premier, attention, moi le premier, et donc il a été beaucoup critiqué, mais il est de retour et il nous fait de très belles choses. Enea Bastianini, il a été un petit peu gêné dans sa fin de course avec ce duel avec Morbidelli, le duel avec Marquez, peut-être qu'il pouvait aller chercher Alex Marquez, pourquoi pas, je pense que ça pouvait le faire, mais il aurait fallu perdre un peu moins de temps avec Marc et avec Franco Morbidelli parce que sa course a été un peu perdue là-dessus.
Nous le savions, Bastianini, en termes de management des pneus, c'est un des meilleurs pilotes sur la grille. Ce circuit, il demandait quoi? Énormément de management des pneumatiques. Et donc, on le voyait, Bastianini avait quand même de la facilité à faire de la bataille en fin de course. Par contre, Morbidelli nous a fait de très très belles défenses et il a fait perdre du temps à Marquez et à Bastianini. Je continue sur le podium, cette fois-ci, les frères Marquez. Depuis 1997, nous n'avions pas eu, ça n'avait pas été fait, deux frères sur le même podium en MotoGP. Les frères Marquez font l'exploit de faire cela. Et c'est exceptionnel, très très belle course d'Alex Marquez, ça j'ai envie de le souligner. Alors oui, Marquez, on va en parler juste après, enfin Marc Marquez, on va parler juste après. Mais Alex Marquez, du rythme, de la gestion, de la bonne bataille, il s'est pas trop battu, vous le voyez. Il est resté souvent derrière Bagnaia, il est resté longtemps derrière Bagnaia. Il a bien géré ses pneumatiques. On l'a vu, hein, quand Bagnaia a mis le coup d'accélérateur, il n'a pas pu suivre. Mais franchement, ça a été très bien joué de la part d'Alex Marquez. Que dire, mis à part belle performance, très bon week-end. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Il n'a pas fait de bataille, il n'a pas fait de trucs exceptionnels, il a été dans les bons endroits au bon moment, il a très bien géré sa course, il a suivi les bons pilotes, il a pris de l'espace quand il fallait, il a bien géré ses pneus, il a bien géré ses temps. Donc voilà, on a vu avec Miguel Oliveira au départ, ils étaient côte à côte. Oliveira a perdu un peu de performance petit à petit. Marquez a réussi à garder, grâce à sa moto aussi sans doute, de la performance dans ses pneumatiques. Et donc ça a été très bien joué de la part d'Alex Marquez. Que dire de plus à part bravo, ça fait plaisir de le retrouver sur le podium parce que ce n'est pas souvent. Concernant son frère, j'ai envie de vous dire, c'est un monstre, c'est un ogre, c'est un titan, c'est... Alors je ne suis pas fan, loin de là, je ne suis pas fan de Marc Marquez. Cherchez un poster de Marc Marquez dans cette chambre, il n'y en a pas. Je ne suis vraiment pas fan du pilote en soi, mais alors quand les performances dans le pilote sont folles, il faut le souligner. Je vous le rappelle, Marquez, le vendredi, tombe. Mais c'est pas juste il tombe, c'est il se crache sévèrement. Index cassé, hématome à la cage thoracique, des douleurs un peu partout sur le corps, donc avec un doigt cassé. Marc Marquez va déjà passer par la Q1 malheureusement parce que à cause de son temps en practice qui n'a pas pu réellement optimiser, eh bien il va passer par la Q1. Il fait cette erreur en Q1, pour moi c'est totalement sa faute, de je ne sais pas pourquoi le pilote le plus rapide du monde sur ce circuit va se mettre à essayer de suivre je ne sais pas qui en Q1, genre Jack Miller ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait son tour tout seul de son côté. Je pense qu'il avait largement le rythme pour aller chercher la Q2 tout seul. Et là, il se fait gêner parce qu'il se met dans le trafic. Donc bon, ça pour moi c'est une erreur totale de Marquez, mais ça rend sa remontée que plus belle, parce que oui, il se qualifie encore une fois hors du top 12, il est éliminé en Q1 et il doit faire une nouvelle remontada. Et donc le dimanche, vient la course principale, toujours l'index cassé, toujours des hématomes, toujours des douleurs sur son corps. Marc Marquez, en partant de la 13e position, va faire une remontada jusqu'à la P2 en fin de course. Énormissime, je n'ai rien d'autre à dire parce que franchement là, ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'humain, c'est une performance encore une fois qui sort et qui devrait rentrer dans l'histoire, mais qui sort, j'allais dire, de l'ordinaire. On peut même plus dire de l'ordinaire, c'est qui sort de toutes les performances qu'on a pu voir depuis très longtemps. Et je termine cette phase sur Ducati en parlant de Jorge Martin, peut-être le tournant de la saison déjà. Alors oui, on n'est qu'à la mi-saison, il n'a que 10 points de retard sur Bagnaia, rien n'est joué, c'est quasiment comme si on repartait à zéro. Mais c'était l'occasion de faire le break entre guillemets. Et là, c'est tout le contraire qui a été fait. Il permet à Marquez de revenir un peu plus dans la bataille, même à Bastianini de revenir un peu plus. Il permet à Bagnaia de passer devant lui au classement général. Il perd de gros points pour Pramac. Donc là, c'est un complètement raté pour Martin. Ce genre d'erreur à 2 tours de la fin, dans le premier virage, une erreur que Bagnaia, alors c'est pas exactement la même, mais une erreur que Bagnaia avait quand même fait, une chute au premier virage l'année dernière. Je ne pensais pas que Martin allait faire cette erreur. On le voit, il arrive un peu fort dans le T1. Il croise l'avant, tout simple, tout bête. Peut-être beaucoup d'usure sur les pneumatiques. Mais dans tous les cas, c'est pas une erreur à faire. Bagnaia ne mettait pas non plus une pression monstre. Il était à 7 dixièmes. Depuis quelques tours, il était en train de gérer. Donc voilà, Martin, pour moi, c'est une erreur 100% sa faute. Je pensais qu'il avait un peu plus appris. Alors oui, ça peut arriver. Ça arrive encore à Bagnaia, on le voit. Mais faut pas. Il n'a pas droit à ce genre d'erreur, notamment quand il y a des pilotes de fous furieux qui reviennent derrière lui au championnat, devant lui même maintenant. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la course de Martin et des autres Ducati, parce qu'on a vu 90% du temps
des Ducati à l'écran. On a vu que ça, c'est assez fou d'ailleurs. On n'a pas vu la bataille Binder-Acosta, Fernandez, tout ça. On n'a rien vu du tout. Passons à la Moto 2, Moto 3 parce que ça c'était fou aussi. Si en MotoGP, les 10 premiers tours étaient très bien et après on a eu un peu plus de temps pour regarder, pour comprendre la course parce qu'il ne se passait pas grand chose, même si en fin de course ça s'est un petit peu réveillé. En Moto 3 et en Moto 2, je pense que nous avons assisté à des courses simplement... déjà, c'était la meilleure course de Moto 2 depuis le début de la saison, je pense. J'essaie de chercher un petit peu, mais je pense que c'était la meilleure course de Moto 2 de toute la saison. On part avec Ogura, Garcia qui sont un peu loin dans la grille, Joe Roberts qui est encore un peu blessé, qui est en difficulté, un Ferminal de Guerre qui est devant, on a Celestino Vietti qui revient à son prime, on a Arbolino qui revient, on a Dixon qui revient, on a 3 pilotes qui étaient en galère depuis le début de saison, qui là font une performance magnifique en qualif, mais aussi pendant la course. Pendant toute la course, nous avons de la bataille, une remontée d'Ayogura, Ferminal de Guerre qui lui arrive enfin à prendre une victoire en 2024 et à surtout écraser la concurrence sur cette course. On a du Tony Arbolino, on a du Vietti, on a une remontée avec Ayogura, avec Sergio Garcia, on a du Manuel Gonzalez, on avait plein de pilotes dans tous les sens. À la fin, on a même le podium de Jake Dixon, on a un dernier tour monstrueux de la part d'Ayogura face à Vietti. Enfin, franchement, c'était une course exceptionnelle, du suspense, de la bataille, de la gestion des pneumatiques, des surprises. Il y avait tout pour faire une course magnifique. Ça a été le cas. Les pilotes nous ont régalé. Meilleure course de Moto 2 2024 pour le moment. Et en Moto 3, alors ce n'était pas la meilleure course parce que c'est pas celle où il y a eu le plus de bataille, mais c'est une course où David Alonso met vraiment une option sur le championnat du monde. Car oui, il reste encore 11 courses. Je le sais. Certes, mais là, il vient gagner avec une course de gestion parfaitement gérée. Il a toujours su garder les pilotes derrière lui. Et en plus, ses concurrents directs n'étaient pas forcément bien placés, que ce soit Holgado, Ortola, Weyher qui tombe. Ils ont eu tous un peu de difficulté à leur niveau et ça permet à David Alonso de prendre la tête du championnat du monde. Grosse chute de Rueda, j'étais dégoûté, dévasté, j'étais comme ça. J'ai pas trop compris, j'ai pas vraiment cherché la cause. Alors oui, il y a un énorme blocage de sa roue arrière, mais est-ce que c'est un problème technique ou est-ce que c'est juste trop de rétrogradage, il a bloqué la boîte ou quoi que ce soit? C'est possible que ce soit ça. Rueda qui, je sais pas, passe la première d'un coup au lieu de passer, il pensait qu'il c'était la deuxième et du coup ça vient bloquer l'arrière. Ça ressemble à ça personnellement, je trouve. Mais je ne sais pas, j'ai pas vu, donc si vous avez des infos, dites-le moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter ce que vous avez pensé de ce Grand Prix du Sachsenring. Et on se retrouve très très vite pour le BRK de Silverstone. Allez, salut!